Je vais commencer par faire un panorama du structuré en France. C'est d'abord un marché qui connaît une croissance exceptionnelle, on peut le dire. Si on s'en réfère aux chiffres de l'AMF qui nous ont été fournis par un rapport, je vois qu'on est passé de 2021 de allez, 23 milliards à 42 milliards. Et les estimations que j'ai pu avoir, alors ça ne reste que des estimations, mais la collecte 2025 aurait dépassé largement les 50 milliards. À confirmer, bien sûr, mais je pense qu'on est dans le vrai. Donc on peut se dire que de 2021 à 2025, c'est un marché qui a, en collecte, fait une croissance d'à peu près x3. Euh, et chose incroyable en ce qui nous concerne, c'est que cette collecte est à plus de 80% d'assurance vie. Vous êtes d'accord avec moi dans l'ensemble? Voilà. Donc, on est sur le panorama. Et ben, je vais vous demander sur l'année passée, quelle a été dans chacune de vos maisons, les grandes tendances de structuration que vous avez pu faire au cours de l'année 2025. Puis ça nous amènera après à notre sujet cœur. Bon, allez, vas-y. Vas-y, t'as le micro. Vas-y. Ok, donc déjà, donc le produit structuré, il est sur mesure, il va répondre à un besoin spécifique, mais il y a des tendances qu'on peut dégager clairement. Je pense que vous confirmerez ce que je dis, mais on a les produits de taux donc, qui continuent à représenter une grosse partie des émissions qu'on a sur les produits structurés. On peut notifier peut-être une tendance sur des sous-jacents de taux qui peuvent varier. On a eu beaucoup de CMS sur l'année d'avant. On a eu aujourd'hui le rebord 12 mois, le rebord 3 mois. Donc d'autres taux plus court terme sur lesquels on va pouvoir construire des stratégies de produits structurés à capital garanti toujours, afin d'aller chercher des rendements un peu plus hauts que ce qu'on peut voir sur les notes taux fixes, donc des produits avec une garantie sur les coupons et le capital. Et aussi, on a quand même une forte demande des partenaires sur la partie plus classique des produits sur actions ou indices. Ça échappe à personne. On a eu des tendances, des secteurs qui se sont démarqués. On a eu les ressources de base, on a eu les bancaires qui ont eu des belles performances, à la différence de l'auto et du luxe. Donc on a eu quand même une demande forte aussi sur les produits à capital protégé. Donc c'est un peu voilà, ce qu'on observe, un peu une continuité de ce qu'on a pu voir sur l'année d'avant. Est-ce que... Eh ben, toi, Sébastien, ouais. Ouais, pour le coup, Kepler-Chevreux, on a aussi observé un peu ces deux grosses tendances. On peut vraiment en ressortir deux. Bah, les taux, les produits à capital garanti, ça commençait vraiment, on a vu un vrai trend avec la hausse des taux d'intérêt. Donc ça commence en 2024, 2025, c'était vraiment la continuité. C'est vrai qu'à l'époque, c'était énormément sur les taux longs, type CMS 10 ans, ou les obligations d'État également sur 10 ans, donc plutôt des taux long terme. Voilà, toute la stratégie, c'était les banques centrales vont aller baisser leurs taux directeurs, donc des taux de très court terme, et ça va venir influencer les taux à long terme. Donc ça pouvait se packager sous forme voilà, d'Athéna, de Phoenix qui vont distribuer ou non du coupon. Et après, voilà, la deuxième grande tendance, je rejoins un peu ce que Alexandre a dit, nous, c'est énormément les indices. Aujourd'hui, on a tout type d'indices potentiellement créables sur le marché. On a les indices qui sont assez larges, très diversifiés. On va avoir des indices sectoriels. On a vu beaucoup de bancaires, d'énergie, de luxe ou autres. Et la vraie spécificité, je dirais, dans la maison Kepler-Chevreux, c'est que voilà, je vous ai dit, on est 60 dans la partie solution. On n'est pas que en clientèle tout le temps. On a 20 personnes, donc 20 ingénieurs financiers. Donc c'est une propension assez importante chez nous, qui sont vraiment là pour analyser ces indices de marché, donc qui sont créés par les banques d'investissement et qui sont mis à disposition. Donc eux, leur job, c'est vraiment pour chaque thématique d'aller regarder quels indices va avoir plus ou moins d'intérêt en fonction aussi de ce que va penser notre recherche et nos stratégistes. Et à côté de ça, en plus, même sans être banque d'investissement, on va nous-mêmes venir créer nos propres indices labellisés Maison Recherche Kepler-Chevreux. Donc ça, c'est vraiment une offre qui va être unique à la Maison Kepler. On va être les seuls, bien entendu, à pouvoir commercialiser ce type d'indice. Et voilà, ils se comportent plutôt très très bien. On a fait un très bel indice sur l'oligopole ou un indice excellence qui marche bien, qu'on va les référencer ensuite en assurance vie. Franck, chez Ivest, vous voyez les choses comment? Vous avez vu les choses comment, d'ailleurs, puisque la question était plus sur le... Ouais, ouais, en fait, comment? Non, mais la question, c'est le panorama 2025, et c'est pas le catalogue produit dont moi je parlais. Euh, il y a effectivement eu une forte demande pour des produits à capital garanti depuis la hausse des taux. Euh, Moi, bon, j'ai un peu de cheveux gris, donc j'ai passé un peu de temps en salle de marché.
Et dans mon passé bancaire, lorsque j'étais en salle, on a vendu beaucoup de produits à capital garanti sur du taux, sur du CMS, Tech, Euribor. Et les performances n'ont jamais été vraiment au rendez-vous. Donc maintenant que je suis indépendant, maintenant que on n'a pas un actionnaire, banque ou assureur qui nous dit quoi faire, on prend un peu de recul. Et en fait, nous, notre analyse sur les produits de taux est, un peu mitigée, en fait. Donc on n'a pas vraiment conseillé ça. Parce que les VL, les VL sont pas comme certains l'ont dit, un long fleuve tranquille. Ça bouge. Euh, Moi, je me souviens que mes traders taux en salle de marché, ils étaient rarement à l'aise de faire des prédictions sur du 10 ans ou du 30 ans. Et là, les produits taux qui sont sortis sur le marché européen, marché français, c'était des prédictions sur du long. Et il faut être vraiment très fort pour avoir raison sur 10 ans, 30 ans. Encore plus fort pour être sûr que les produits de pente, vous savez, quand on compare des taux courts et les taux longs, se passent bien. Donc nous, on s'est dit qu'on s'écartait un peu on s'écartait un peu de notre ADN, de nos compétences. Donc on est vraiment resté sur ce qu'on appelle l'equity, donc les actions, donc des indices larges, des indices sectoriels ou des actions individuelles. Et il y a eu des très très gros volumes sur ces choses-là. Après, on a quand même un ADN très prudent parce que on positionne quand même les produits structurés comme une classe d'actifs, pas actions, mais plutôt intermédiaires. Donc on va mixer de la recherche avec des structures type Phoenix, Phoenix Mémoire, qui vont quand même bien performer dans les marchés incertains. En 2025, on n'était pas sûr que les marchés fassent ce qu'ils ont finalement fait en 2025. Donc on est resté sur des propales assez prudentes, ce qui a bien servi nos partenaires. D'accord, très bien. Donc une position quand même un peu plus marquée que Alexandre et Sébastien. Alors, nous, on partage pas complètement la vision sur les taux que Franck, tu évoquais. Voilà, on a une position qui est beaucoup plus marquée, hein, et voilà, avec une vision qui est baissière. Sur les produits de pente, il y avait une anomalie de marché, hein, avec les taux longs qui étaient plus bas que les taux courts, ce qui est une anomalie. Et d'ailleurs, elle est en train de se corriger. Donc, pour l'instant, le marché est en train de nous donner raison. Nous, chez Altitude, on a fait énormément de produits de taux. Ça représente un peu plus de 50% de nos volumes. Mais ce que je voudrais dire en amont de ça, c'est en rapport avec l'évolution des volumes des produits structurés, c'est qu'en fait, grâce à la hausse des taux qu'on a eue en 2022, 2023, eh ben, on a réussi à adresser une clientèle qui est très risque-averse. Et c'est vous qui avez réussi à l'adresser parce qu'en fait, c'est une alternative finalement à un portefeuille obligataire. On dit beaucoup que le produit structuré est une classe d'actifs. Moi, je pense que c'est pas une classe d'actifs. Parce que le produit structuré, c'est un outil d'investissement. Dire que c'est une classe d'actifs, c'est comme dire qu'un FCP, c'est une classe d'actifs. Quand vous faites un fonds obligataire daté et quand vous faites un fonds action, c'est deux FCP. Pour autant, c'est pas les mêmes classes d'actifs que vous adressez. C'est pas les mêmes profils de risque. C'est pas les mêmes maturités. C'est pas les mêmes profils de rendement. Et donc, en fait, le produit structuré, c'est son côté finalement hyper flexible, hyper sur mesure, qui permet d'adresser ça. Et je pense que la plupart des CGP ont compris la valeur que le produit structuré peut avoir dans une allocation produit et dans un processus d'allocation d'investissement plus global. Donc tendance sur les taux, capitaux garantis, quels que soient d'ailleurs les éléments. Deuxième marqueur qu'on a observé en 2025, et ça c'est un marqueur qu'on peut observer sur les 15 dernières années d'utilisation des produits structurés, c'est les produits structurés sur action. Produits très typiques, Athena, Phoenix, Phoenix Mémoire, que ce soit sur des indices, des actions individuelles ou aussi des worst of. Chez Altitude, on fait beaucoup de produits worst of. Donc il faut que les 2 valeurs, 3 valeurs soient au-dessus d'une barrière. Donc ça, on aime beaucoup. En alternative, encore une fois, à la construction d'un portefeuille action. Donc ça doit être dans la poche risquée d'un portefeuille client. Merci Nicolas. On va rentrer un petit peu plus dans le vif de notre sujet, c'est-à-dire le sous-jacent. Lorsque vous construisez un produit structuré aujourd'hui, donc on est revenu en 2026, quels sont pour vous les critères clés à prendre en compte dans le choix du sous-jacent? Et question subsidiaire ou accompagnante, quel secteur ou quelle zone géographique vous paraissent les plus adaptés aujourd'hui toujours au choix de ce sous-jacent? Alors, comme j'ai essayé de l'introduire au tout début, le premier moteur d'un produit structuré, c'est son sous-jacent.
Généralement, quand un produit structuré ne marche pas, c'est que la stratégie d'investissement, le sous-jacent sélectionné n'a pas fonctionné. Donc, quand vous faites un produit structuré, vous devez adhérer à la stratégie d'investissement. Et c'est pour ça que, bon, je crois que je ne suis pas le seul, il y a 3 belles maisons également ici qui sont équipées de recherche. On essaye de vous apporter justement du conseil sur la sélection des sous-jacents, que ce soit des sous-jacents actions, des sous-jacents taux, des sous-jacents devises ou matières premières. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on aime bien travailler, c'est le profil de risque et de rendement client que vous voulez adresser. Et donc, en fait, vous nous dites, vous, quelle typologie de clients vous voulez adresser, quels sont leurs profils d'investissement. Derrière, on va travailler sur une sélection de sous-jacents et de structures adaptées à ça. Et en sortir, bien évidemment, un produit. Nos thématiques aujourd'hui, je vais être bref, Jean-Pierre. Je vais essayer. Ça fait sourire. Voilà, exactement. J'ai loupé l'opportunité, merde. Pardon. Aujourd'hui, alors sur les marchés de taux, on porte cette conviction qu'en 2026, on va avoir une baisse de taux en Europe. On est un peu anti-consensuel par rapport à ça. Bruno, quand il est venu l'année dernière et qu'il expliquait qu'il n'y aurait pas d'inflation et que l'inflation allait baisser, bah voilà, tout le monde lui a dit, était contradictoire par rapport à ça. L'histoire nous donne pour l'instant un petit peu raison. Voilà, donc on pense que les produits de taux vont délivrer leur performance. Sur action, on est plutôt prudent. Donc prudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plutôt se diriger sur des secteurs qui montrent de la résilience en cas de récession ou en cas de crise. On aime bien l'énergie, on aime bien la santé, on aime bien la consommation de base. Et ça, c'est vraiment les secteurs sur lesquels nous, on va essayer de vous apporter du conseil et des produits adaptés. À toi, Franck. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien évidemment le cœur le cœur du débat, c'est qu'est-ce qu'on prend en moteur de performance. Parce que bien évidemment, la performance d'un structuré, c'est avant tout le sous-jacent. Encore comme 2025-2026, on est encore assez prudent, parce qu'on n'oublie pas qu'on a, énormément de problèmes géopolitiques. On est en guerre avec un de nos anciens partenaires qui sont les États-Unis. On a la Russie qui est aux portes de l'Europe. Il y a le Moyen-Orient qui s'est un peu calmé, mais c'est toujours quand même pas ça. Il y a énormément de tensions potentielles avec l'Iran. Donc, moi, j'ai rarement vu autant de volatilité possible dans un marché depuis que j'exerce. C'est vrai, mais avec des marchés, pour le moment, ne s'inquiète pas trop. Ouais, exactement, exactement. Et comme on dit, tant que la musique joue, on danse, mais les retournements aujourd'hui sont assez violents. On le voit sur certaines valeurs. La moindre mauvaise nouvelle fait perdre 40% à une action, 30% à une action. En fait, il y a beaucoup de nervosité. Ça tient, mais il y a beaucoup de nervosité. Et comme nous, la nervosité, c'est notre matière première, la volatilité, en fait, on va essayer quand même d'anticiper les à-coups sur 2026. Donc, on est encore vraiment très prudent. Comme vous l'avez compris, les taux, on ne les pousse pas forcément. Bien évidemment, on fait des produits comme tout le monde, on répond, on est compétitif, mais ce n'est pas la conviction qu'on aura, donc on ira quand même plutôt sur l'equity. On a de la chance d'avoir notre patron de la recherche qui est assez ouvert, qui ne fait pas que de l'Europe, donc il regarde beaucoup les États-Unis, donc on aime toujours l'IA, la tech, parce que on n'achète pas ce thème de la bulle de l'IA, ça ne veut rien dire. Enfin, pour avoir vécu la bulle de l'Internet, ça n'a rien à voir. Il y a des valos élevés, c'est vrai, mais le potentiel de l'IA est phénoménal en ce moment. Et c'est le seul secteur qui promet autant de croissance. Et encore, je pense qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas encore tout compris sur les impacts de l'IA sur. Donc, IATech, on est très intéressé par ça. Le nouveau patron du Japon, qui est une patronne d'ailleurs, est hyper intéressant. Donc, on commence à regarder les actions japonaises. Pas forcément en assurance vie française, parce que malheureusement, les critères assureurs ne le permettent pas, mais en assurance vie luxe ou compte titre, ça c'est un vrai thème pour nous. Et puis sur l'Europe, on pense que les indices sont quand même hauts, donc on ira plutôt voir des secteurs et des valeurs. Et sur les secteurs, on aime bien l'auto, contrariellement. Ou en tout cas, les valos qu'on vend en ce moment sont quand même hyper intéressants. Donc je pense qu'il faut, pour ceux qui n'en auraient pas fait ou ceux qui voudraient en refaire, on ne trouverait pas ça idiot.
Bancaire, c'est toujours vraiment intéressant à être un petit peu sûrement sélectif. Et puis santé, énergie, ça nous intéresse. Ok, merci. Sébastien, chez Kepler. Bon, côté Kepler, on peut être que d'accord avec mes deux prédécesseurs. On est sur des valos qui sont assez hautes. On peut avoir beaucoup de nervosité qui va arriver. Et on sait que ce choix du sous-jacent, il est quand même primordial. Donc c'est là où en fait ce qu'on appelle la toolbox de Kepler chez nous, on se base énormément dessus. Ça nous a réussi par le passé, ça nous réussit toujours. Kepler Chevreux, on aime le répéter, c'est avant tout une maison de recherche. On a 130 analystes en interne. C'est une recherche, nous, on la monétise, cette recherche. On la vend à des gros instituts, on la vend à Rothschild, Carmignac, Lazare, toute la recherche Crédit Agricole. C'est un partenariat d'exclusivité avec Kepler Chevreux. Donc, c'est nous qui aidons vraiment aujourd'hui ces sociétés de gestion et ces institutionnels dans leur partie recherche. Et toute la stratégie dans mon pôle, la partie solution d'investissement, c'est justement prendre cette recherche qu'on va monétiser auprès de gros instituts et de la mettre en fait à nos partenaires CGP, Family Office, à vous la transmettre de manière gratuite. Nous, ça fait vraiment partie de l'offre de services qu'on fait à nos partenaires. On a 2 canaux de distribution. Nous, on a des convictions en interne. Tout mon job, ce sera de pouvoir vraiment vous transmettre ces convictions. On arrive à vous les transmettre à travers 2 canaux. Le premier canal, c'est vraiment un accès direct à notre recherche à travers des fiches valeurs. Donc, on couvre un peu plus de 3000 titres en interne. Et pour chaque titre qu'on couvre, en fait, avec notre recherche, on va vous faire un petit mémo sur chaque titre avec un petit point sur l'entreprise, sur son écosystème, sur les dernières news qui sont sorties de la boîte, une petite analyse de son bilan très facilement compréhensible, les opportunités, les risques, l'historique de performance en bourse, l'historique de paiement de dividendes. On va en parler un petit peu tout à l'heure avec notamment avec les produits à dividendes synthétiques. C'est toujours extrêmement intéressant et obligatoire de regarder un peu comment cette entreprise s'est comportée les dernières années. Donc voilà, on donne ce côté, on appelle ça des one-pagers sur tous les titres qu'on va couvrir à nos partenaires. Et on a un deuxième axe, un deuxième canal de distribution de notre recherche. C'est en fait, on a créé une équipe tampon qui va faire le lien entre nos partenaires et notre équipe recherche. C'est nos stratégistes. Donc, on a par exemple Philippe qui est notre responsable macro. Donc, ce qu'on adore chez Philippe, c'est qu'il va parler, déjà, il n'a rien à vendre, donc ça change. Ça nous plaît pas mal. Il va parler inflation, il va parler endettement. Il va vraiment parler uniquement macro. Et à côté de ça, on va avoir par exemple Philippe qui est notre responsable thématique, qui lui va beaucoup plus parler de chaque thème, du luxe, de l'énergie, de la tech, etc. Il va être beaucoup plus tranché. Il va nous dire également ce qu'il en pense. Donc nous, toute la stratégie chez Kepler Chevreux, c'est vous donner accès à nos stratégistes, à notre recherche, couplé avec votre cahier des charges, celui de votre client, pour pouvoir trouver le sous-jacent qu'on aime en interne, nos convictions, vous transmettre ces convictions et bien sûr adapter le produit et le sous-jacent avec les volontés et les besoins de chacun de vos clients. Eh ben Alexandre, Si. Bon, tout a quasiment été dit. Euh, Beaucoup de pédagogie, hein, finalement. On essaye d'orienter le client vers quelque chose qu'il comprend et qu'il connaît. Ça sera peut-être le sujet de question après. Si nous, on doit être amené à proposer une thématique, bon, on l'a dit tout à l'heure aussi, bancaire, on peut jouer le rebond du luxe. Il faut surveiller la Chine et les US. Et sur les produits à capital garanti, comme je l'ai dit en introduction au début, les taux courts, on a pu voir des déceptions finalement sur le CMS 10 ans. On voyait baisser, on a vu beaucoup de volatilité sur les taux, une remontée en fin d'année avec des produits finalement qui n'ont pas forcément délivré les promesses de rendement. Donc aujourd'hui, taux Euribor 3 mois, par exemple, si on doit être amené à choisir un taux sur lequel on peut s'exposer et bâtir une stratégie autour, il y a plus de lisibilité, il y a une corrélation forte avec l'édition de Banque Centrale Européenne et on est capable d'avoir des coupons très attrayants. Et en termes de structure adaptée autour, on aime bien la distribution de coupons parce que c'est des produits qui peuvent potentiellement durer dans le temps. On a une espérance de rappel anticipée qui est peut-être moindre que sur un produit indice action finalement. Donc on aime bien avoir de la distribution sur ces produits-là. On peut le faire aujourd'hui avec les niveaux actuels de taux et mettre des garde-fous, donc des barrières de distribution. Le coupon est conditionnel à des niveaux assez hauts par rapport au niveau actuel du taux Euribor 3 mois. C'est un peu l'idée. Voilà. merci Alexandre. On va passer à des choses qui fâchent peut-être un tout petit peu plus ou qui inquiètent en tout cas un petit peu plus. On va parler des sous-jacents à décrément, hein, parce que ça suscite un petit débat en ce moment, voire des inquiétudes. Et donc à ce sujet, je voulais vous demander si vous aviez une position tranchée, très tranchée,
ou sur ce sujet du décrément, et dans tous les cas, pour quelle raison? Ok. Je vais essayer d'être bref. C'est un sujet qui est important, qui peut diviser. Nous, on n'a pas de vue tranchée là-dessus. Finalement, encore une fois, on essaie de répondre aux demandes des partenaires directement. On a observé, en assurance vie notamment, il y a une omniprésence des sous-jacents à décrément. Donc finalement, la complexité du produit, elle se transfère de la structure qui va être assez simple à comprendre avec les scénarios, les mécanismes de remboursement, vers le sous-jacent, qui embarque un niveau de risque supplémentaire, un niveau de complexité à comprendre. Donc, nous, c'est pas quelque chose qu'on va abandonner. C'est quelque chose qu'on peut intégrer parce que finalement, ça permet des fois de booster, d'optimiser un peu la structure en termes de production offerte et de rendement embarqué. Cependant, évidemment, on essaye de décortiquer, de comprendre le fonctionnement. Donc, pour donner un exemple simple, si on va sur de l'indice à décrément, on regarde l'historique de dividendes que les actions qui composent l'indice vont verser sur, par exemple, 5 ans, quelles sont les projections de dividendes. Ça ne suffit pas. On essaie de faire quelque chose qui est cohérent avec ce qui va être retranché annuellement. Et on regarde, par exemple, aussi sur les indices décrément, on a des... Si tu me permets, c'est Ouais. rarement équivalent, le taux de décrément et le taux moyen de... Alors sur action, parce que maintenant il y a des décréments sur single stock, sur action, en général c'est en ligne avec, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, Légèrement dessus. avec le dernier ou les 5 dernières années, on essaie de faire ça. Sur les indices, c'est souvent légèrement au-dessus, c'est vrai, mais il y a aussi, il faut prendre en compte le niveau de l'indice. Donc en gros, un indice décrément, il a une valorisation, une cotation en points, qui peut fluctuer au gré des marchés, et un indice pour lequel sa valeur descend, par exemple, je fais extrême, un indice à 600 points qui a un décrément de 50 points, là c'est un danger, puisque le retranchement, proportionnellement au niveau de l'indice, il est extrême. Donc on fait attention à ça au niveau de l'indice, on n'abandonne pas pour autant, mais on explique, l'idée c'est d'être transparent, de décortiquer, et de montrer en comparaison sur un univers sans décrément ce qu'on peut obtenir. Donc voilà, pour faire résumer, on n'abandonne pas, mais on essaie de faire beaucoup de pédagogie, d'expliquer. C'est toujours important de bien comprendre, en effet, le sous-jacent qui est le moteur de performance. Et comme on l'a dit, s'il ne performe pas, on a beau avoir les meilleures structures autour, on n'aura pas le rendement espéré. Sébastien, pardon. Merci beaucoup. Non, je pense qu'Alexandre, il a bien cerné le sujet. La maison Kepler, on n'est ni ultra positif ni ultra négatif. On voit ça un peu comme un mécanisme de structuration du produit qui peut apporter un peu plus de jus, qui peut améliorer les conditions d'une structure, tout comme peut le faire un strike moyen. On essaye de l'utiliser quand le partenaire nous le demande, de l'utiliser surtout à bon escient. Je pense que c'est très important de faire de la pédagogie, je suis d'accord, mais surtout, et c'est là où nous, c'est notre job de venir conseiller le partenaire. L'idée, c'est que quand on a un partenaire qui veut faire, par exemple, un décrément sur action, bien regarder de quelle action on parle. On essaie surtout d'analyser, notamment grâce à nos fiches valeurs, ce qu'on appelle des actions à dividendes aristocrates. En fait, c'est des entreprises qui vont payer un niveau de dividende vraiment régulier et linéaire tous les ans. Et en fait, l'intérêt de voir ça, c'est quand les années vont bien, c'est assez facile de payer du div. On essaye on a pas de Covid qui est arrivé, qui n'est pas si vieille que ça. Donc, on s'est rendu compte qu'on a des entreprises qui ont essayé de couper leur div, d'autres non. Par exemple, on a des boîtes comme Bouygues, comme Orange, qui ont, même pendant la période du Covid, payé leurs dividendes. Donc ça, quand on a un partenaire qui veut faire du single stock sur dividendes synthétiques, on pourrait les orienter vers ce genre d'action. On n'est pas ultra à l'aise avec les actions en direct. On est beaucoup plus à l'aise, notamment avec les indices qui vont payer du dividende. Mais là, encore une fois, on fait appel à notre ingénierie pour bien vérifier le div yield naturel de l'indice versus ce qu'on va lui payer versus le dividende fixe qui va être tranché. On a des secteurs qui vont payer plus ou moins de dividendes. Par exemple, les indices luxe, je pense qu'on n'a quasiment pas traité avec du dividende synthétique parce que le luxe, par nature, ne paye pas de dividendes. Des indices sur l'énergie, les indices bancaires, ça reste quand même des secteurs qui vont payer un dividende naturel. Donc, si on doit faire des indices là-dessus, ce qui nous arrive, on essaye à la fois, comme disait Alexandre, de prendre des indices qui sont assez hauts en termes de points et vraiment bien choisir le secteur, un secteur qui va payer naturellement du dividende depuis pas mal d'années. Parce qu'on est bien d'accord, le risque ultime d'un décrément qui se passe mal, c'est que le produit arrive à zéro et que se termine, et c'est le risque ultime, on est bien d'accord. Ouais, exactement. Le vrai risque, c'est que si le dividende fixe
qu'on va retrancher tous les ans au produit est nettement supérieur aux dividendes réels versés par l'action ou par l'indice, on va chaque année voilà, observer une grosse décote de notre produit, une sous-performance du sous-jacent, et ça peut mener à des catastrophes. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, ça reste un mécanisme, il faut bien le comprendre, on peut l'utiliser en faisant bien attention de bien diversifier, ne pas tout mettre sur la même thématique, diversifier, et on préfère et on se sent quand même beaucoup plus à l'aise sur une thématique indicielle qu'aller sur des actions en direct avec un décrément. De mémoire, je n'ai pas vu d'accident de ce type sur le marché du structuré, mais peut-être que je me trompe. Vous avez un avis? Vous avez vu des formes structurantes qui soient tombées ces derniers temps là à zéro à cause de... Non, non, non. Non, parce qu'en fait, enfin, le décrément, c'est aussi un mécanisme qui est récent, en fait. Même si c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est récent packagé comme ça, parce que dans l'industrie, on a, on a quand même cette habitude d'extraire euh, un genre de coupon dividende synthétique pour redonner de la performance dans un produit. Je pense pour les plus vieux à des produits sur des fonds, ou quand on voulait structurer des produits sur des très beaux fonds d'asset managers qui ne distribuaient pas de dividendes, ben on reconstituait un dividende synthétique, et c'était un peu ça l'ancêtre du décrément comme on le voit, mais il n'y a pas eu d'accident en fait. Après, encore une fois, l'accident sur les marchés financiers, c'est un peu inhérent, et ça fait partie de l'espérance de performance que d'avoir malheureusement des occurrences d'accidents. Je suis d'accord. Mais c'est sans être trop philosophique, mais on a de la perf si on a du risque. Mais sur le produit structuré, vous structurez de façon à ce qu'il y ait beaucoup de protection Ouais. et Ouais. qu'on n'a pas eu ces derniers temps Mm. de soucis, donc on oublie ce côté Bien sûr. risque Complètement. qui existe comme tout produit financier. Ouais. Je suis d'accord. Mais c'est bien parce qu'en fait, Toi, tu veux le micro. Je le garde. Oui, après, je le garde. Oui, non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que je trouve que le KID, même si même s'il peut avoir des défauts, il a quand même une note de risque qui permet à l'investisseur de voir où est-ce qu'il met son investissement. Est-ce que c'est très peu risqué ou risqué? Et bien évidemment, les produits avec des sous-jacents décréments sont quand même dans la partie, on va dire, risquée du SRI. Donc, je pense que c'est suffisamment bien marketé pour qu'il n'y ait pas de mauvaise vente, entre guillemets. Mais pour revenir à la question, on considère que le décrément, c'est un outil dans la boîte à outils. Et s'empêcher d'en faire, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que c'est se couper de performance. Et puis se dire, est-ce qu'on est pour ou contre? Est-ce que c'est pas un peu une question d'arrière-garde? C'est est-ce qu'on est pour ou contre les cryptos? Est-ce qu'on est pour ou contre les hedge funds? Est-ce qu'on est pour ou contre le private equity? En fait, c'est comme tout. Il y a bien évidemment du bon et du moins bon. Et nous, en tant qu'acteurs 100% indépendants, notre job, ça va être d'ouvrir la boîte à outils avec nos partenaires et de dire, bon voilà, cet outil-là, tu le manipules comme ça, t'essaies de pas de te couper avec parce qu'il y a un manche et une lame, enfin voilà. Mais je pense que le conseil prend tout son sens ici. On accompagne, nous, nos partenaires sur l'utilisation des décréments. On ne dit pas du tout que ça marche à tous les coups, et bien évidemment que ça ne marche pas à tous les coups, mais on va jusqu'au bout. C'est-à-dire, on analyse effectivement les dividendes des sociétés, on regarde si le décrément qui est mis en place a du sens par rapport à ce dividende historique. Et puis après, surtout, on remet quand même des couches de protection en capital, de protection de coupons, de fréquence d'observation pour rendre le produit le plus, enfin chez nous en tout cas, le plus défensif possible. D'accord, ok. Ben Nicolas, tu vas avoir le micro. Alors, sur le décrément, je pense qu'il faut en effet faire la distinction entre le décrément en points et le décrément en pourcentage. Et ensuite, il faut faire la distinction entre un indice et un titre vif. C'est un outil qui est très intéressant et qui existe en effet depuis plus de 20 ans sur les indices, sur les fonds, où voilà, il y a un risque de baisse du sous-jacent qui est relativement maîtrisé, que ce soit en points et ou en pourcentage. Sur les titres vifs, alors nous, chez Attitude et moi, j'ai un avis beaucoup plus tranché. On n'aime pas du tout ça. Et on ne proposera pas ça de manière proactive à nos clients.
Pourquoi j'aime pas ça? Et c'est peut-être mon parcours en banque privée, hein, qui m'anime un peu dans ce genre de décision qu'on a pris. C'est que je pense que déjà, quand vous faites du titre vif de manière globale, il faut de la diversification sur les sous-jacents et vous avez toujours un risque inhérent, et Franck, tu l'as très bien décrit, qui est qu'il y a un titre qui baisse fortement. Et d'où la nécessité d'avoir de la diversification. Maintenant, sur le décrément en points sur actions individuelles, euh, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il y ait des clients finaux qui puissent comprendre ce mécanisme-là. Et je pense qu'il y a un risque de déception majeur dans votre conseil le jour où ça pète. Et ce risque-là, et je pense que le métier de conseiller financier, de CGP et de banquier privé, il est basé sur la confiance que vous avez créée avec votre client. Et je pense que le décrément, le jour où il pète, et il y en aura forcément qui vont péter parce qu'il n'y a pas de marché qui ne pète pas, et bien ce jour-là, on va collectivement sur l'écosystème en pâtir parce que déjà on va perdre une partie de la confiance de certains de nos clients. Et je pense que derrière, il peut y avoir des conséquences pour notre industrie qui ne seront pas bonnes. Et je pense également qu'il y a plein d'autres solutions hyper pertinentes qui nous permettent de faire du titre vif au-delà du décrément, qui n'utilisent pas ce mécanisme-là, qui ne comporteront pas forcément un risque moins élevé, mais en tous les cas, il y aura un risque de compréhension du client qui, pour moi, là, sera beaucoup plus mitigé. Donc nous, chez Altitude, on n'aime pas du tout ça et on n'en fait pas sur titre vif. Bah, c'est très clair. Il me fait signe qu'on a déjà dépassé le temps, donc on va quand même conclure. Et là, je vais vous demander si vous aviez un conseil à donner à l'ensemble de mes confrères CGP, quel sous-jacent vous prendriez là, aujourd'hui, ou dans les mois à venir. Mais voilà. Ah, c'est difficile de donner des best picks comme ça sur, Quel meilleur choix. je dirais, dans un marché avec un risque de repli, l'énergie. Ok. Franck. Aussi bref que Nicolas. Non, mais c'est pas une valeur, c'est un secteur. Ouais, non, ok. Ah oui, ok. Non, mais d'accord. Pour faire aussi rapide que Nicolas, Crédit Agricole. Ah bah, c'est même une valeur. Donc nous, on ne sera pas sur une valeur côté Kepler. Comme on a dit, voilà, les valos aujourd'hui sont assez hautes. On peut avoir des risques qui viennent un peu de partout. On est très team indice chez nous, donc je ne peux que vous conseiller un indice. Il y a des indices qu'on aime beaucoup en ce moment. C'est du transatlantique. Vous diversifiez à la fois sur les US, sur l'Europe, et on peut à l'intérieur d'un indice transatlantique faire du multisecteur. Et on peut aller mettre un peu de bancaire, un peu de défense, un peu de tech. Donc voilà, on joue vraiment la diversification à fond et on essaye de mettre au maximum des fréquences de rappel assez rapides et si on peut, avec la structuration, rajouter des optimisations de points d'entrée. T'es moins sympa que tes copains. Ils se sont mouillés un peu. Alors de notre côté, pareil, c'est difficile de choisir. Je dirais les banques européennes et l'énergie. Et sur les taux courts, le Euribor 3 mois. Voilà. Ok. Ben, merci à tous les quatre. Vous avez été parfaits. Et ce fut un plaisir d'animer cette table.